Nous avons souhaité profiter de la présence du professeur Ron Fry, ici présent, qui est une des principales figures de la démarche appréciative dans le monde, voire un des co-créateurs, professeur à la Case Western Reserve University de Cleveland, et profiter de sa présence aussi pour présenter le livre, le premier livre traduit en français par Jean Pagès, qui est le premier livre de David Copperrider, le créateur, le fondateur de la démarche appréciative. Et donc les deux combinés, entre la présence de Ron Fry et la sortie du livre, qui se sont finalement conjugués sans qu'on le décide, eh bien, nous a donné l'occasion de répandre un petit peu l'état de la recherche actuelle au travers Ron qui est à la source, et puis Jean qui aussi a créé l'Institut français d'Appreciative Inquiry en 2009, dont je suis un des directeurs associés. Et l'Institut français, pour ceux qui ne connaissent pas, est un institut qui, depuis une douzaine d'années, a comme vocation de faire de la formation et de la recherche autour de la démarche appréciative dans les organisations. Donc c'est à ce titre que nous avons organisé cette conférence, qui sera une première partie avec, bien sûr, l'intervention et l'interview que nous allons faire avec Christine, qui est également directrice associée de l'IFAI, créatrice de la Nuit de l'Optimisme, qui est un événement qui s'est passé il y a 15 jours, 3 semaines, qui a été un grand succès en France. Et première partie, donc une interview de Ron et de Jean, et accompagnée aussi par Nancy qui est la traductrice, qui va nous permettre aussi, pour ceux qui en ont besoin, de comprendre les propos de Ron, qui sont parfois assez subtils, donc il faut une précision dans le langage. Nancy aussi, qui est passée par les bancs, j'ose dire, de l'Institut, qui est formée à la démarche appréciative, donc elle connaît parfaitement, et ça nous est plus facile pour la traduction. La deuxième partie, c'est qu'on vous propose aussi d'interagir avec Ron et Jean sur des questions que vous vous posez, sur des interrogations aussi, et on terminera, si vous le voulez bien, par un pot. Pour nous permettre de nous mettre en énergie et nous réchauffer. Voilà. Avant toute chose, laissez-moi vous présenter Ron Fry. Ron Fry, est donc professeur à la Case Western Reserve University, un professeur en organisation, en sociologie des organisations. On dit aux États-Unis Organization Development, et qui a eu l'honneur d'encadrer la thèse d'un jeune étudiant qui s'appelle David Copperrider, et lequel a mis le doigt sur ce qui nous anime depuis, nous en France, depuis 12 ans et depuis plus de 30 ans dans le monde. Ron est l'auteur de nombreux articles et d'ouvrages de référence sur la démarche appréciative, sur l'Appreciative Inquiry. Il nous a fait l'honneur d'accepter il y a 4 ans d'être partenaire de l'IFAI et de venir tous les ans donner une certification internationale. Donc là, on a un peu de fierté, je dois dire, d'avoir eu la possibilité que l'Université de Cleveland soit partenaire de notre institut. Voilà, eh bien, je vais laisser la parole à Christine. Eh bien, moi, je vais vous présenter Jean Pagès, qui est donc le fondateur de l'IFAI. Jean est coach, consultant et conseil, et sa passion, c'est d'accompagner des hommes, avec un grand H, les entreprises et les organisations. Il est passé par l'école des hautes études en sciences sociales, ce qui lui a donné une vision grand angle sur tout ce qui tisse nos cultures, les liens qui régissent nos sociétés. Et aujourd'hui, Jean se définit comme quelqu'un qui a la vocation de faire rayonner des approches, comme l'approche appréciative, qui favorise des transformations positives. Un petit mot avant de poser la première question à Jean, sur Nancy Braggart, qui effectivement va interpréter les propos et chuchoter à l'oreille de Ron et traduire à la salle. Nancy est aussi une pionnière de ce qui s'appelle Art of Hosting, et puisqu'il va être beaucoup question de conversation ce soir, Art of Hosting, c'est l'art d'accueillir des conversations qui comptent. Merci Nancy d'être là.
Alors Jean, tu as déjà écrit le coaching avec l'approche appréciative, et là tu as décidé de traduire ce livre qui avait été écrit il y a quelque temps. Qu'est-ce qui t'a décidé à le traduire, et surtout pourquoi maintenant? Bon, avec la démarche appréciative, on commence toujours par des histoires en fait. En fait, on raconte des histoires, on se raconte des histoires mutuellement, à deux, en grand groupe. Et là, je voudrais vous raconter l'histoire en fait, qui m'a mené, pour répondre à la question, à la démarche appréciative. En fait, j'ai travaillé en entreprise pendant des années, et en 1998, j'ai fini par négocier mon départ des grands groupes pour me lancer dans le coaching. Je me suis formé au coaching, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé absolument extraordinaire de rechercher pour les ressources qu'une personne a en elle-même, toutes ses forces, pour l'aider à aller vers ce qu'elle désire. Et alors parallèlement, je faisais aussi du conseil et de l'accompagnement managérial, des diagnostics. J'étais formé à faire des diagnostics systémiques, enfin, beaucoup de personnes connaissent ça. Et quand je faisais des diagnostics, j'arrivais à faire des choses équilibrées. Donc il y avait des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais très centré sur le déficit. Qu'est-ce qui ne va pas? Et j'étais en complète contradiction avec ce que je faisais ailleurs, en coaching. Je ne me sentais pas très bien, en fait, avec ça, parce que d'un côté, j'ai travaillé avec les forces des gens, et de l'autre côté, je travaillais sur le déficit. Et cette espèce de conflit m'a vraiment dérangé, jusqu'à ce qu'un de mes amis me dise voilà, il y a une approche extraordinaire, ça s'appelle Appreciative Inquiry. J'ai dit quoi? C'est quoi ce machin? Ça vient encore des États-Unis, c'est sans doute suspect. Et donc, j'ai commencé à regarder ça, et puis j'ai commencé à tester, expérimenter, parce que ça me semblait vraiment être un processus extraordinaire. Et une petite équipe de consultants à l'époque cherchait à s'organiser, faisait une espèce de constellation. Ils m'ont demandé d'intervenir évidemment gratuitement parce qu'ils n'avaient pas un sou, et j'ai troqué ça contre l'expérience appréciative qui était la toute première chez moi. Je sais que Myriam Le Saget, ici présente, en avait fait pas mal d'autres auparavant, et avant même que je commence. Donc, et puis c'était assez extraordinaire comme résultat. Il y a eu une énergie, un engouement. Jean-Christophe était là, et il a tout de suite voulu s'associer à la création de l'Institut. Donc ça date tout ça de 2002-2003. Et puis j'ai continué comme ça, et je me suis aperçu que quand on abordait les choses sous un angle différent, les gens étaient ouverts. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, les Français ne sont pas seulement négatifs, ils sont tout à fait ouverts quand on leur propose autre chose. Et je me rappelle ma première grande intervention, c'était avec Isover Saint-Gobain. Le directeur marketing commercial avait revu toute l'organisation en Europe. Et cette organisation-là était nouvelle, et 2 ans après, il dit qu'il faut qu'on fasse un bilan, les plus, les moins. Et c'était assommant, ce truc-là. J'ai bien vu que ça le barbait, ce monsieur. Il n'avait pas du tout envie de ça. Et je lui ai demandé, et si on faisait quelque chose de différent cette fois-ci, si on cherchait tout ce que cette nouvelle organisation a pu produire comme résultat intéressant, comme engouement, comme chose nouvelle, et si on voyait à partir de ça ce qu'on peut imaginer et construire. Et là, j'ai senti j'ai vu ses yeux briller, j'ai senti respirer, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et donc, j'ai trouvé que ça valait le coup. Ça valait le coup de rechercher finalement dans une organisation, comme on faisait avec les individus, les forces qui permettent d'imaginer un avenir désirable, et puis de le construire très concrètement en designant, en dessinant le changement qu'on veut. Donc, petit à petit, donc, les expériences s'accumulent. En 2006, je publie un premier ouvrage sur la démarche appréciative pour relater ça et le transmettre à des gens. En 2014, il y a une seconde édition. Et puis, finalement, le rayonnement de la démarche appréciative se fait de plus en plus grand. Et Interédition d'Uno me contacte l'année dernière, non pas comme traducteur, et je pense qu'il y a des traducteurs beaucoup plus compétents que moi, mais comme personne connaissant la démarche pour traduire un livre de référence de David Cooper-Ryder et Diana Whitney, qui s'appelle donc l'Appreciative Inquiry, une révolution positive. C'est traduit comme ça en tout cas. En français, le titre, vous voyez qu'Appreciative Inquiry, j'ai pas fait un effort de traduction énorme.
mais malgré tout, c'est bien le titre original et l'esprit, une révolution positive, et on verra tout à l'heure sans doute ce qu'on entend par une révolution positive. Il n'y a pas ici une bande de dangereux révolutionnaires, surtout par les temps qui courent, mais il y a quelque chose qui a du sens autour de la révolution positive. Et il m'a semblé aussi important, pour répondre à la question de Christine, de le faire maintenant et d'avoir un nouvel ouvrage, d'abord un premier ouvrage du fondateur de la démarche appréciative, ici en France. Il n'y en avait aucun traduit. David Cooperrider est une personnalité mondialement connue, marquante. C'était un vrai manque. Et puis d'autre part, de proposer aux gens, aux lecteurs, des approches de collaboratives, des approches de la participation en entreprise, un peu différentes, constructives, engageantes, et qui permettent de réinventer les organisations. Et vous savez que c'est le bon moment. Vous voyez, Frédéric Laloux a fait traduire son Reinventing Organizations. Jacques Lecomte vient de sortir un très beau livre dont je recommande vivement la lecture à tout le monde, qui s'appelle Les entreprises humanistes. Et on sent bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à réinventer les organisations et les réénergiser. Donc voilà. Alors, j'avais envie de poser la question à Ron. Qu'est-ce que l'appréciative inquiry? Comment il pourrait nous en parler? Et puis, une révolution positive, alors, qu'est-ce que c'est pour Ron? Before I respond, I wanted to mention Diana and David. It's kind of a strange role to be here, partly representing them. So I just want to bring their, well, not their voices, but just bring them into the room a little bit. I met Diana when she was courageously forming the Taos Institute, which became the first AI practitioner network. Je voudrais, avant de commencer, donner une petite pensée à David et Diane, qui ne sont pas parmi nous, mais quelque part énergétiquement, ils sont avec nous. J'ai connu Diane quand elle démarrait le Tao Institute. And we've also collaborated on a book of case studies and a book about AI and team building. And what I admire most about Diana is her courageous way to always share how she embodies appreciative inquiry. Nous avons collaboré ensemble, entre autres autour du travail d'équipe, et on a aussi écrit ensemble un livre. I'm sorry, what was the book? One book on case studies in AI and the other one on team building. Ouais. Donc deux livres, un sur les cas, sur la construction d'équipe, et puis elle a énormément fait pour l'approche appréciative aux États-Unis. And for David, David is the type of person who comes in your life and immediately changes it. So I've been the joyful recipient of David's presence in my life for 39 years now, and still counting. We used to be student, professor, and now we're just close friends, and I'm enjoying the ride very much. Et pour David, que je connais maintenant depuis 39 ans, c'est quelqu'un qui touche les gens. Et on était à l'époque étudiant, professeur. Aujourd'hui, on est des amis et sur le chemin qui continue à nous emmener ensemble. So just to speak to the definition or what is AI, I want to speak of two ways of thinking of it. One is that pragmatically it's a strength-based change methodology that enables any number of stakeholders to come together, discover their collective strengths in order to imagine new possibilities, to find the possibilities that they most are attracted to, and create a space such that they wish to work together
to make those possibilities happen. Donc l'approche appréciative, il y a en fait deux façons que ça vient amoindrir les problèmes. C'est d'abord une méthodologie au changement qui est basée sur les forces et qui permet aux parties prenantes de se rassembler et de trouver des possibles positives qui leur permettront de co-créer ensemble de nouvelles façons de faire. That was the first and the second. Yeah. The second way I define it or describe it, je veux pouvoir être AI. I have learned that it's a way of living, of being, that enriches my life. The more I seek to value what is in the situations and the contexts that I am in, the more value I see, the more valuable I feel. And so I think that on the one hand, it's something that helps us work with others to accomplish things. And on the other hand, it's a perspective or a posture in life for any one of us if we would so choose. And so in the programs this week, we talk a lot about not just doing AI, but being AI. AI. La deuxième façon de vraiment définir l'AI, c'est le fait de l'être, non pas seulement de faire, mais de l'être. On incarne l'AI. Une fois qu'on a vraiment, qu'on est dedans, on le vit complètement. L'AI nous aide à travailler avec d'autres et à accomplir et à vraiment épouser une posture autre qu'avant. Donc il y a le avant et après. Et donc Ron insiste sur le fait que c'est pas seulement faire de l'AI, mais être AI. Et Jean, qu'est-ce qu'une révolution positive pour toi? On est bien parti avec une question comme ça, une révolution positive, alors surtout en ce moment, en ces temps légèrement syndicaux. Donc c'est pas effectivement une révolution au sens où on est dans une contestation de ce qui serait, mais c'est une révolution au sens physique. Vous savez, quand une boule se tourne sur elle-même, c'est une vraie révolution au sens vraiment physique. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, même si on veut faire un peu savant, un changement de paradigme, d'une certaine façon. La première chose il y a 4 points peut-être importants. Le premier, c'est que quand on apprend à travailler avec une entreprise, aussi bien de l'extérieur ou à l'intérieur, on a d'abord l'habitude de résoudre des problèmes. C'est-à-dire qu'on est formaté pour résoudre des problèmes depuis tout petit. Et ça veut dire qu'on va prêter attention à ce qui pose problème, c'est-à-dire au déficit. On a une vision orientée, en fait, déficit. Et le propos de la démarche appréciative, c'est d'inverser, et donc c'est pour ça qu'on parle de révolution, c'est d'inverser le regard. Plutôt que d'aller chercher ce qu'on va trouver de toute façon si on cherche du déficit dans la meilleure des organisations et dans l'équipe qui fonctionne le mieux qu'on puisse imaginer, on va toujours trouver du déficit si on le cherche. On trouve toujours ce qu'on cherche quand on cherche cela. C'est d'inverser le regard et d'aller chercher au contraire ce qui donne de la vie à une équipe, à un groupe humain, à une organisation, parce qu'elle est vivante. Sinon, elle serait morte. Si elle est vivante, c'est qu'il y a des forces de vie quelque part. Et on peut les chercher, on peut les trouver. Et c'est ça qui est une vraie révolution. C'est une inversion complète du regard, avec un principe très fort en démarche appréciative, c'est qu'on peut évidemment choisir l'objet d'étude. On peut choisir ce que l'on décide, ce que l'on veut regarder. Il n'y a pas quelque chose qui s'imposerait comme ça. Donc c'est un premier point vraiment majeur dans il me semble,
la proposition de l'approche appréciative en termes de révolution, vraiment. La deuxième, c'est qu'on a souvent une vision un peu fixiste, quelque chose qui chosifie, qui réifie les organisations. On voit une organisation un peu comme on nominalise des processus. Il y a la communication, il y a l'organisation. Et en réalité, ceci n'existe pas, tout simplement. Ce sont des espèces de photos, des arrêts photographiques qu'on fait sur la réalité à partir de représentations plus ou moins partagées par les uns et les autres. Et l'idée, là, c'est d'inverser le regard, c'est-à-dire de percevoir qu'une organisation, ce n'est pas une organisation fixe, mais c'est un mouvement continu d'organisation, quelque chose qui s'organise en permanence par les dialogues, par les interactions entre les gens. Et ceci nous donne une liberté énorme d'action. Ça ouvre les possibilités d'action dans les organisations, précisément dans les entreprises, les institutions, pour contribuer à leur évolution. Donc c'est le deuxième point vraiment qui est tout à fait remarquable sur je veux dire, ce changement de paradigme. Il y en a un autre que je trouve intéressant de partager avec vous, c'est que souvent on a l'idée que l'organisation, donc l'entreprise, est un groupe qui a une tête pensante, ou quelques têtes pensantes, qui ont une vision des choses. On a souvent l'idée de leader charismatique qui porterait une vision et qui tirerait une organisation tout entière pour faire vivre cette vision en essayant de susciter l'adhésion de toutes les manières possibles et imaginables, même avec de la participation. Là encore, le propos est complètement inverse. Nous pensons, en utilisant la démarche appréciative, qu'en recherchant les forces, les ressources de l'ensemble des parties prenantes dans un groupe humain, eh bien, à ce moment-là, on peut construire collectivement des images du futur. Et la démarche appréciative le permet, c'est précisément ce que ça permet. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. C'est complètement inverser la vision traditionnelle de l'organisation, ce qui ne veut pas dire que les leaders n'existent pas. Mais les bons leaders sont précisément ceux qui sont en capacité de faire émerger, à notre avis, la force de création collective des groupes humains. Pour faire construire ces personnes ensemble. Et puis le dernier point que je voudrais mentionner, il y en a sans doute plein, parce que quand on fait une révolution avec plein de choses, il y a tout plein de concepts en fait qui sont inversés. Mais l'autre chose, c'est que on réalise finalement qu'il n'y a peut-être pas de réalité extérieure à soi, séparée de soi, mais que nous sommes partie prenante des systèmes dans lesquels nous œuvrons. Nous sommes tous ici, finalement, en ce moment, un système, et chaque personne ici est partie prenante, d'une manière ou d'une autre. Et dans une organisation, souvent, dans une entreprise, on a tendance à penser qu'il y a l'entreprise et puis ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose d'extérieur, un peu comme on dit, il y a un paysage. Mais c'est chez nous qu'il y a un paysage. Dans d'autres cultures, il n'y a pas un paysage et des gens qui regardent le paysage. Hein, c'est simplement un processus, un ensemble. Eh bien, c'est un peu pareil dans la démarche appréciative. Il n'y a pas une réalité séparée de nous, nous en faisons partie. Et donc, tous les actes que nous posons ont un effet sur l'ensemble. Je pense que ces 4 points sont très distinctifs de l'approche appréciative. Il y en a d'autres, mais peut-être qu'ils apparaîtront plus tard dans le courant de la discussion. Ron, l'autre jour, dans la masterclass que tu as donnée, quand on te demandait comment incarner la posture AI, tu disais qu'il faut se demander tout le temps si on apprend quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire que vous avez appris de toutes ces années où vous avez développé l'AI avec David, et peut-être aussi vos expériences, des histoires, et les résonances dans le monde également? Is it okay if I add one thing to Jean?
I go off script just for a moment. I just wanted to add that this revolution is a huge paradigm shift. I love a quote I found by Marcus Buckingham, who was one of the co-authors of the Gallup Strength Finder instrument. And the quote is that for a century, at least, what we have been taught to do and what we've learned to do is to study bad in order to get good. Ron voudrait rajouter une chose à ce qu'a dit Jean, c'est que effectivement dans cette révolution, c'est un énorme changement de paradigme. Il donne une citation de Marcus Buckingham qui fait partie du Strength Finder, ce qui peut trouver les forces dans le Gallup, et ils disent pendant un siècle, ce qu'on fait, c'est de chercher justement le déficit, de chercher ce qui ne marche pas. It's wrong. When you study bad, when you study what is broken, what is not working, he says, when you study bad, you get not bad. Quand vous étudiez ce qui ne va pas, quand vous étudiez ce qui est mauvais, vous obtenez ce qui n'est pas mauvais. Mais pas ce qui est bon. Oui. Mais pas ce qui est bon. Voilà, mais pas ce qui est bon. Which is not the same as good, great, excellent. So the shift in this field and the reason for saying positive change is different from change is that if we want good, if we want best, if we want excellence, if we want those things, that is what we have to study. We have to shine the light on what examples there are of that and learn in order to go in that direction. We're never going to get to good, best, excellent by studying what's not working. On n'arrivera jamais à trouver ce qui est bon, très bon, excellent, si on continue à étudier ce qui ne va pas. Donc le change positif est différent du change tout court. Il est absolument essentiel de commencer à focaliser ce qui est bon, excellent, et non pas depuis ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais. Some of the lessons or key discoveries for me in my several decades now of working with AI. The first one that I wrote down quickly was the power of the question. When we change the question, everything changes immediately. I'm finishing it now. I still remember the evening at the dinner table when I turned to my youngest son at that time. He was 16 years old. And instead of asking the repeated question night after night after night, how was your day? Which repeatedly got the same response. The night I said, what was the best thing that happened to you today? Was a shift that changed not just the dinner conversation, but it actually changed our relationship, which of course means a lot to me and my wife as parents. But I remember that night because the simple change in the question had an enduring consequence. Donc parmi les découvertes, pour moi, les découvertes clés, c'est d'abord la puissance de la question. Quand on change la question, tout change. Et il a comme souvenir, le soir, il demandait à son fils de 16 ans, « Comment était ta journée ?» Et après des années avoir entendu « bof », il a posé une fois une question différente. Il a dit « Quelle était la meilleure chose qui s'est passée pour toi aujourd'hui ?»
Et il dit ça n'a pas seulement changé le dialogue sur le souper, mais ça a aussi changé sa relation avec son fils, qui est quand même d'une grande importance pour lui. Thank you. Great story. You're good. Great story. Another lesson I wrote down, or an observation, is I think all of us who have tried to adapt and apply AI have experienced directly the power of storytelling. The power of storytelling to connect people who otherwise would be very likely to disagree or point fingers at each other or blame. We see this over and over again. When we bring stakeholders together and we begin, the very first thing we encourage them to do is share stories, not opinions. And that difference has just been remarkable to me. I have so much confidence walking into rooms where you brought, different functions together, and you know that they don't get along, or that they point fingers, or that they blame one another, and everything changes if you ask them to share positive stories first. Un deuxième élément qui a vraiment été clé pour moi, c'est de voir la puissance des histoires et d'échanger des histoires, de partager des histoires. Ça permet aux gens de se connecter, et des gens qui autrement pourraient être en désaccord et souligner ce désaccord. Quand ils réunissent les parties prenantes, ils les encouragent tout de suite à échanger des histoires plutôt que de donner des opinions, parce que les histoires permettent de se connecter autrement qu'un partage d'opinions. For those of you who have not yet read or experienced AI, you will find that you'll find very quickly that there's a lot of talk about the positive. As I said before, instead of looking at what's bad or wrong or broken, we look at what's working, what's giving life, what is giving energy, what is good. So there's a very, very strong emphasis on finding the positive and leveraging the positive. At the same time, there is a tendency to therefore conclude that AI is about helping people feel good. And the lesson for me more recently in the last few years is that positivity, for which we now have a whole literature, a whole science of positive psychology that is validating all the good things that can happen from the experience of positivity, positive emotion, positive affect. However, given all that, in AI, what I've learned is that this is simply a means to a more important end or a more important outcome. Donc on souligne toujours le positif quand on parle de AI, on regarde qu'est-ce qui marche, on regarde qu'est-ce qui donne vie, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est bon, et donc il y a un très fort appui sur le positif. Et alors la conclusion souvent tirée, c'est que l'approche appréciative, c'est aider les gens à se sentir mieux. Il y a eu quand même une très très forte envol dans la psychologie positive. C'est aujourd'hui vraiment une science reconnue, et donc AI, c'est vraiment prendre une autre approche. Et I'm sorry, what was the last thing you said? Or can you... That it's a means to an end. Right, and I didn't right, say exactly. yes. Right, okay. Que l'AI est en fait un moyen pour arriver à un but. Ce n'est pas un but en lui-même. So for me, the ultimate purpose, the ultimate objective of using AI is to create what we call a generative connection.
Positivity is in service of generativity. And a generative connection is something very special. It is an interaction amongst two or more people that, on the one hand, does surface new ideas, new insights, or new opportunities, or new thoughts about the status quo. That doesn't make it unique, but that's there, that's necessary. What makes it generative is that in addition to the new idea, the people who were in the conversation that resulted in that idea have the energy, the will, the desire to work together immediately to help make that idea become real. Donc en fait, l'objectif ultime avec l'AI, c'est de créer ce qu'il appelle une connexion générative. Le positivisme est en lui-même génératif, ça crée les conversations et les connexions, l'interaction entre deux personnes ou plus qui apportent de nouvelles idées à propos du sujet, du status quo en question. Et le côté génératif, ça emmène les gens dans une conversation où il y a vraiment, étant donné qu'on est dans une logique positive, les gens ont une énergie autre, ils ont envie de travailler ensemble autrement et aller vers le but recherché autrement. Two more lessons, okay? It's okay. Another idea that has been more recently alive for me, and maybe it is stating the obvious, but that is that if we want to work in organizations or with organizations to help them better themselves, to help people be at their best, to help teams and project groups accomplish higher and higher purposes. If we want to work in that milieu as facilitators, as change agents, the key thing to notice is conversation is the core of organizing. And again, this is a bit of a paradigm shift. Not that some people haven't said that for a long time, but what it means is a paradigm shift. If conversation is the core of organizing, in order to change anything, you simply change the conversation. And that takes me back to the power of the question. One way to change any conversation is to put a different question in there. But it also means something else, which is, I think, most challenging for all of us. If conversation is the essence of organizing, that as we converse, we make sense, we test, do we agree, disagree, we make meaning together. And that meaning is where our behavior comes from. Can I go? Yes. The implication of that is the only thing we can influence is our gesture in the conversation. We cannot control the outcome. Once I ask a question or I make a statement and you respond, we are in the unknown. We are in the uncontrollable, unmanageable, unleaderable mystery of organizing. So from that view, which I've come to find explains my experience very well, from that view, we and leaders and managers are not in control. We can't control change. We can't control a project outcome. We can only influence it through conversation and through the mediation and negotiation and sense making
that is a dynamic between me and anybody else. Okay, now you- Yes, I have to stop. I'll pour you some So, water. thank you. Bon, ce qui m'est venu plus récemment et qui paraît une évidence maintenant, c'est qu'on travaille avec les organisations, on a envie de les aider, on a envie qu'ils puissent trouver vraiment à optimiser leurs collaborateurs. Mais si on veut vraiment y arriver, il faut qu'on tienne compte du fait que la conversation est vraiment au cœur de l'organisation et d'organiser, le fait d'organiser. Et ça veut dire un changement de paradigme majeur, c'est-à-dire pour changer quoi que ce soit, il faut changer la conversation. Il faut qu'il y ait différentes manières et surtout, je reviens donc à la puissance de la question. Donc, si effectivement la conversation, c'est l'essence de l'organisation et d'organiser la vie de l'organisation, nous faisons ensemble du sens, ensemble, avec l'autre. Mais nous n'avons de l'impact que sur ce que nous on dit. Donc, il n'y a que ce que je dis, ce que je fais dans la conversation sur lequel moi j'ai du contrôle. Mais nous sommes en conversation complètement dans l'inconnu et nous n'avons pas du tout de contrôle. Nous, leaders, managers, intervenants, nous ne pouvons qu'influencer, nous, notre partie, avec ce qu'on rajoute à cette conversation. Did I translate that? Yeah. The link to AI for all of this is what AI basically does is it creates space for novel conversation. Conversation that is strength-based, conversation that begins through stories and exchanges of stories, conversations that help people dream and imagine possibilities, but simply initiating those conversations. It doesn't control what people say, what they come up with, the meaning that they make. The last... Before you go to your last. Okay. Donc le lien avec l'AI en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'espace pour les conversations qui permettent de la force, qui sont basées sur les forces, qui permettent aussi aux gens de rêver, aux gens de voir des possibles, d'imaginer les possibilités. Mais AI, donc, c'est l'initiateur de ces conversations, mais c'est notre part dans la conversation. Nous n'avons la main que là-dessus. The last idea is the power and potential of the intersection of the AI method or AI process and the topic of sustainability and sustainable enterprise. David and I recently wrote a short article, and I just wanted to read one paragraph because I do like I like the way it came out. There is nothing that brings out the best in human organizing faster, more consistently, or more powerfully than calling the whole organization together to design net positive, sustainable innovations to address humanity's greatest challenges. You may be manufacturing cars, you may be treating patients in hospitals, you may be making toothpaste. When you bring your employees together and give them the challenge to raise the purpose of the enterprise so that it is doing good for society, socially, environmentally, anyway, that it's doing good for society, it engages your people, it energizes them, it excites them, it unleashes their creativity.
David and I have seen this now in probably a dozen different organizational contexts. And we've just concluded for ourselves that there's nothing that motivates people more than giving them the chance to frame or connect their jobs to something higher. So the short phrase is do good, do well. If you do good first, the well part will follow. Profits, prosperity, it'll be there. It'll actually increase if you do good first. And using AI to bring stakeholders together around a topic that's related to this becoming a more sustainable organization that serves multiple stakeholders, not just shareholders. We just see such a great potential, and it has been the most dramatic improvement of any organization work we've done. Donc il y a aussi la puissance et le potentiel de la connexion du lien entre l'AI et l'entreprise durable, qui est socialement responsable. C'est comme ça qu'on dit sustainable. Okay. On pourrait faire n'importe quoi, on pourrait fabriquer de la dentifrice comme on pourrait faire des missiles, quand on réunit ce collaborateur et autour du challenge d'élever et de faire progresser la vision de l'entreprise, mais dans le sens qui est bon pour la planète, ils sont embarqués, ils sont motivés, ils ont envie. Et ils trouvent justement du sens dans ce qu'ils font, s'ils peuvent comprendre qu'il y a effectivement un bienfait sur le plan de développement durable et pour la planète. Donc l'AI permet aux collaborateurs de vraiment connecter avec leurs responsabilités, leur commitment, leurs engagements. Et on dit do good to do well, bien faire pour faire du bien. Do good in order to do well. Do good. Faites du bien, faites de bonnes choses, et ça donnera du bon résultat. Et puis Ron avait envie donc de partager avec vous. Il n'y a rien qui fait sortir au mieux les gens qui organisent rapidement, de manière plus consistante ou plus puissante, que d'appeler ensemble toute l'organisation pour concevoir les innovations qui sont positivement durables pour aborder les challenges les plus grands de l'humanité. On va faire une pause. Ce qui est intéressant, notamment d'entendre Ron parler des hôpitaux, parler d'éducation, et c'est vrai qu'on soit clair entre nous, l'AI n'est pas destinée qu'aux entreprises. Je pense que vous, parents, pourrez souhaiter qu'à l'école, nos maîtres d'école, les professeurs, amènent les enfants à regarder le meilleur d'eux-mêmes. Et je fais le lien avec vous pour cette deuxième partie. C'est finalement de convoquer chez vous non pas les fonctions que vous venez, les fonctions que vous êtes, mais plutôt les personnes que vous êtes, pour réagir quelques minutes entre vous, et puis de fabriquer une question à plusieurs que vous posez à Jean ou à Ron, et de prendre un peu de temps pour vous faire réagir. Donc je vous propose quelques minutes d'échanger. Quelles questions vous aimeriez leur poser, de la fabriquer, et puis ils se feront un plaisir d'y répondre. Voilà, on vous laisse quelques minutes.
changement de paradigme, un changement de paradigme aussi par rapport au pouvoir dans l'entreprise. Peut-être que aujourd'hui les entreprises se rendent compte que pour exister, il faut que les gens soient créatifs, ce qui les amène à assez facilement admettre l'idée de leur redonner un petit peu la parole, vraiment, vraiment. Est-ce que vous avez des exemples dans le domaine des États, des organisations communes, etc., dans un domaine, en gros, politique, où le pouvoir fonctionne différemment? I don't have any examples that would be directly in the political, the center of political systems. We've worked with a number of cities, city government, local governments, from topics ranging from how to deal with gangs to, in my hometown of Cleveland, Ohio, how to build an economic engine for a for a green city on a blue lake. But there's been programs like Imagine Chicago, a number of cities. I don't know of AI practitioners who've been able to kind of break through that large level government or large level politics. On a fait des actions au niveau des villes sur les problèmes bien spécifiques, la guerre des gangs, des bandes. Dans ma ville Cleveland, on a fait tout un travail autour de l'écologie. Il y a Imagine Chicago, qui est aussi une initiative AI. Donc au niveau des villes, oui, mais moi-même, je n'ai pas vu, je ne suis pas au courant d'actions vraiment dans l'arène politique avec l'AI. Jean reminded me, I don't equate it quite to politics, but of course there are a lot of politics. The United Nations Global Compact used AI to actually create itself with Kofi Annan to birth the network of the compact. And we partner with them today in a research project to highlight and amplify stories of do good, do well. En fait, il est vrai qu'on a travaillé avec le Global Compact au sein des Nations Unies, avec Kofi Annan. On a fait naître tout le réseau de ce compact, et aujourd'hui on continue à travailler avec eux sur cette politique de do good, do well. Oui, une question. En quoi l'AI peut transformer les modèles au sein des organisations dans l'entreprise? When organizations work with AI, they choose a topic for the inquiry to focus on. The topic might be restructuring, it might be changing the culture, it might be improving customer satisfaction, it might be employee engagement, it might be bigger margins. So the topic, then the stakeholders come together to work on that topic. When they get to a certain point in the process, they invent change initiatives to move toward the future state that they have established with each other. So those change initiatives might include restructuring something, redesigning the dock layout in the warehouse, creating a new account payable system. So the changes in the operating modality or the operating norms come as a result of, here's the new vision related to our topic, and here are all the ideas we've created about how we can get there. Okay.
Donc quand on travaille avec les organisations en AI, il y a toujours un sujet, un topic, un thème qui est bien ciblé. Ça peut être le changement du référentiel culturel, ça peut être l'animation de nos collaborateurs, etc. Quand les parties prenantes se réunissent pour travailler avec l'AI, à travers le processus, ils inventent les initiatives de changement pour l'état à venir, pour l'état futur qu'ils imaginent, dont ils rêvent. Et ces états à venir peuvent effectivement comprendre les changements de modèle d'organisation. Il peut y avoir des normes qui sont différents comme résultat de ce design que crée l'ensemble des parties prenantes. Oui, j'aimerais ajouter une chose sur ce point-là. C'est très frappant en fait dans le processus appréciatif. On a une organisation avec hiérarchique ou avec un organigramme, et puis on réunit des gens, par exemple toutes les personnes ou un grand nombre de personnes de l'organisation, et puis on les met en situation de dialoguer, d'avancer ensemble, de réfléchir sur un sujet, comme vient de dire Loan. Et puis après un certain temps apparaît une image du futur et on commence à organiser le changement. Et à ce moment-là, se passe quelque chose de très particulier sur le fonctionnement de l'organisation. Si les commanditaires, c'est-à-dire en général le patron de l'entreprise, les responsables de l'entreprise jouent le jeu, ce ne sont pas les structures habituelles qui s'occupent de la question qui vont forcément traiter. Par exemple, ce ne sont pas les responsables des systèmes d'information qui vont transformer le système d'information si un sujet est là, mais ce sont les porteurs d'idées qui vont se saisir de l'initiative et qui vont travailler avec les systèmes d'information éventuellement. Mais c'est très différent d'une certaine façon, remettre dans le circuit habituel de l'entreprise les initiatives ou les idées nouvelles, que de plutôt les confier aux personnes qui sont porteuses de ces initiatives et qui, elles, vont s'organiser pour que ça vive. Et ça, c'est un fonctionnement très, très, très majeur. Et ça vient toucher aussi quelque chose qui est la partie plus informelle de l'organisation. Parce qu'en fait, ce que fait l'AI aussi, c'est qu'elle fait reposer des changements sur de l'informel qui devient opérationnel et parfois au grand jour. Oui, vous avez dit tout à l'heure que un point clé, c'était la question de départ, et qu'en fonction de la question, on arrivait à des résultats très différents. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment justement, est-ce qu'il y a un processus, comment ça se passe pour déterminer quelle est la bonne question à poser. I think it is more of an art than a science. So no, I don't think there's one way to guarantee that we will come up with the best question. Part of this idea of focusing on the conversation as the essence of organizing, I think, is to accept the uncertainty. It's join in the unknown of what's going to transpire. But also knowing that if I intentionally put a different question into the conversation, there will be a new response. And so we're going to go somewhere with that. In AI, what we see over and over again is that if the first questions are asking for stories, and they're asking for stories that are related to positive experiences, then it sets the conversation in a direction where it's easier to collaborate and it's easier to find common ground. Donc ça relève plus de l'art que de la science. Il n'y a pas vraiment une façon de trouver la question puissante, mais si on conçoit la conversation comme vraiment l'essence de l'organisation, on peut se laisser de la place à ce qu'on ne sait pas, à du non-savoir de ce qui va advenir. Et si on démarre l'AI, ce qui est important dans l'AI, c'est les premières questions qui sont à demander des histoires, à cet échange d'histoires,
qui sont sur des expériences positives, ça met les conversations dans une direction positive et ce qui va sortir s'ensuit. De notre côté, on était sur l'éducation et on se posait la question comment engager la conversation avec un enfant qui, par exemple, un exemple parmi d'autres, aurait un 18 en maths et tout le reste est à 2. So this is around education. It's more an encouraging educational environment. I'm not sure what to do with the one student who's getting the A, but I do have ideas about the student that is, quote, struggling. Every child learns every day. The challenge for the teachers and the schools is to find how each child learns, find their strength as a learner, and then adapt the classroom or the lesson plan or to fit with that strength and allow the strength to flourish. It means that we can't treat all kids the same way. It means that we have to learn more flexible ways to get knowledge, information across. All you have to do is watch a child take a smartphone and learn for themselves, or to take an iPad and learn for themselves. And those same kids might be getting D's or C's or F's in school. So it's like a problem employee who seems to never want to show up on time or seems to never be interested in their work. If we go and appreciate with an open mind, if we go and ask and search for what are the strengths in this person, and then ask the question, is there any way that we can match what we need them to do, the job, with their strengths? Perhaps not. And if not, then they don't belong in the organization. But we don't usually ask that question. There was a... Let me do that first. Donc chaque enfant apprend tous les jours, chaque jour. Et le vrai challenge aujourd'hui pour l'enseignant, c'est de comprendre comment apprend l'enfant et d'adapter la méthodologie, la pédagogie dans la salle de classe pour que ça s'aligne avec les forces des élèves. Donc on ne peut pas traiter chaque enfant de la même façon. Il faut qu'on ait une façon de faire, une pédagogie différente selon l'enfant. Quand on regarde la façon dont certains enfants manipulent un smartphone, c'est peut-être l'enfant qui a un 2 en maths. Donc quelle est la manière d'apprentissage pour l'enfant? Tout comme pour un employeur qui arrive systématiquement en retard, plutôt que de relever ce défaut, voir quelle est la force de cet employé et comment est-ce qu'on peut faire le match entre ses forces et ceux dont on a besoin de lui. Et puis si on ne trouve pas, sa place n'est peut-être pas avec nous. I mentioned what I thought teachers should do and the education system. It starts with us as the parents. When they bring the report home, what's the first thing we look at? What's the first thing we look at? Where did they fall down? Where did they do less than what we hoped? So, it begins with us at home. How do we balance that? Of course, we want to help them improve with acknowledging what they're doing well and use what they're doing well to help deal with the getting better part.
je pointais l'enseignant du doigt. Les premiers à réagir, c'est aussi nous. Nous, quand on reçoit le carnet de notes, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on met en avant? Et donc c'est à nous aussi de faire valoir les forces de l'enfant et de faire transmettre, de faire jouer les forces de l'enfant dans certaines matières, dans d'autres pour l'aider. Oui, je reviens d'ailleurs sur un exemple du travail, du monde du travail. Pendant un certain nombre d'années, j'ai travaillé à l'Institut national de l'audiovisuel. Et dans cet institut-là, donc, on était à l'époque où on passait du montage manuel, c'est le montage film, au montage numérique. Et il y a une monteuse film qui adorait toucher le film. Et elle était heureuse avec ça, et vraiment c'était un métier qu'elle adorait. Et elle n'a pas pu passer à quelque chose de beaucoup plus abstrait, qui était vraiment le montage numérique. C'était quelque chose d'étranger pour elle. Elle ne pouvait pas ça. Et cette femme qui était extrêmement tactile en fait, et qui aimait le contact avec l'objet, eh bien, a trouvé une reconversion super intéressante. Il y avait un magasin d'objets, un magasin d'accessoires. C'est ça qu'elle a pu faire après. Elle a réorganisé le magasin, elle a disposé les objets, elle les a donnés, et touchant tout ça, et étant en contact vraiment direct, elle s'est complètement réépanouie dans son travail après une période extrêmement douloureuse en fait. Au fond, ce qui était intéressant là, c'était de savoir ce que cette personne aimait, et là où elle avait vraiment quelque chose de spécial. Certainement pas l'abstraction, en tout cas, pour elle. You mentioned the power of the good question linked to the wording. That's it. But I would like to know, how would you, or do you appreciate second of silence and the time you take to ask a good question? Isn't it the key to ask a good question? Be silent, listen to the other, and look the other. Donc la question, c'est, vous avez parlé de la formulation de la question puissante par les mots choisis, et qu'en est-il de la gestion du silence? Est-ce que aussi le silence ne joue pas à faire une question puissante? Oui. Yes, the question, what we call the affirmative question, or the unconditional affirmative question, is the beginning. The interaction around the question does need to have a quality of good listening, of eye contact, of empathy. I mean, the more of that is present, then the better, not better, the more the exchange will lead to some new ideas, some new sense making. Donc oui, la question qui est la question affirmative, qui démarre l'interaction, a besoin justement d'une bonne qualité d'écoute, d'empathie, de non-verbal, le contact visuel, etc. Et tout cela va bien évidemment apporter à la puissance de la question. Bonsoir. Alors c'est une question, j'ai peut-être deux questions en une. Alors, en fait, on hésitait entre la dernière chose que vous avez appris d'Appreciative Inquiry, la dernière chose que vous aviez apprise, et puis une deuxième question, alors, une ou les deux, selon le temps. Quels sont les axes de recherche ou quels sont les nouveaux champs à explorer dans le cadre de l'AI? New areas of research, probably the most obvious is neuroscience. The ability we have now to image the brain allows us to begin to understand, for example, when people exchange stories, what happens to us that seems to create a willingness to work together. And so just as an example, we now know from studies from a scientist named Paul Zak, Z-A-K, that when you listen to a good story
just listen to a good story, the brain releases or creates the hormone oxytocin. Oxytocin, in lay terms, is called the relationship hormone. It orients us toward relating with others. It orients us towards compassionate connection. And other things. So that's an example of where traditional science is discovering things that help explain what we observe in the practice of AI. A lot of people in this room are using it, and one of the basic things you do is you create questions, gather people together, and have them interview each other. And that's just one of the early steps. But in that interviewing with stories, positive stories, you see the room change. You can feel it. The positive affect rises. People get more engaged and connected with each other. They listen differently. And so now we have some other explanations helping us to see why that's happening. So I think neuroscience is one of the most current, exciting areas where they're looking at that. The positive psychology movement, which is now maybe 12, 13 years old, is creating a body of literature, of science, that tells us all the effects of positivity. That it's not just, well, it's nice for people to feel better. If I want more productivity, I should help my people feel better. It's a direct relationship. It's not just happiness is nice, but this is work, be professional. It's very different, but the science, the social science, is helping us to both feel confident about that, but also explaining a little bit why. Donc en axe de recherche, c'est surtout la neuroscience et la capacité de voir ce qui se passe dans le cerveau. Quand les gens partagent des histoires, ce qui se passe, c'est qu'ils ont beaucoup plus de volonté de travailler ensemble, rien qu'à partager des histoires. Et donc le scientifique Paul Zak, il dit que quand on écoute une bonne histoire, ça crée chez nous du oxytocine, qui est créé donc par le cerveau, et ça nous amène à être avec des gens différemment, avec une connexion beaucoup plus relationnelle, beaucoup plus passionnée. Et donc la science nous aide aujourd'hui dans les sciences sociaux à mieux observer ce qui se passe. Quand vous démarrez un processus AI, vous avez des questions et vous demandez aux gens de s'interviewer, à raconter des histoires. On sent dans la pièce l'énergie changer, on voit les gens être heureux, et c'est vraiment quelque chose de tout à fait palpable et évident. Alors l'autre point peut-être, c'est que parfois c'est moins palpable et moins évident parce que ça peut se faire à distance. Et avec les technologies maintenant digitales, on a la possibilité de connecter des gens en différents endroits du monde de façon à les faire travailler ensemble, à se raconter des histoires à distance ou à être localement dans de petits groupes à se raconter des histoires qui sont transmises à d'autres groupes qui sont loin, quelquefois dans des fuseaux horaires différents. Et donc là, on a aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant quand on pense à des processus démocratiques à venir. Parce qu'évidemment, vous avez bien compris que là, on est dans un processus hyper démocratique avec la démarche appréciative, puisqu'on va chercher sur un sujet donné les histoires et puis la vie des gens. On va les faire travailler ensemble. Si on arrive, avec les technologies digitales maintenant, à connecter des gens un peu partout, ça peut avoir un effet incroyablement multiplicateur. Et ça, c'est peut-être aussi une des choses importantes pour les années qui viennent. Je pense vraiment que c'est un nouveau champ de recherche qui sera exploré. Il y a une question. One more research
theme or research area. It began in the positive psychology discipline. It's now being taken directly into organization studies. And it has to do with what we call the imbalance ratio of positivity over negativity. For example, patients going into heart surgery, if they are thinking 2 to 1, twice as many positive thoughts as negative thoughts. So I really can't wait to be able to play with my grandchildren again. Positive thought. I hope the anesthesiologist knows what they're doing. Negative thought. If it's 2 times more positive thoughts than negative thoughts, they have statistically significant fewer complications, quicker recovery time, longer time to any readmission for a related issue. Their health and resilience is correlated to an imbalance of positivity over negativity in their inner thought. In family therapy, the ratio is 5 to 1 for a healthy family. In high performance teams, the ratio is 6 to 1 in their talk to each other, in their meetings. In organizational in an organizational study, it was 4 to 1 that differentiated the effective organizations compared to the grade A's versus the grade C's. And there were actual ratings to compare. The consistent message is health, productivity, well-being never correlates to 1 to 1. Never. It's always 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1. So if you understand what I mean by ratio, there's always negativity. Nobody's pretending that there's no negativity. But we need to create conversations, exchanges, where even media communication, where the ratio is imbalanced. That's the only time that it correlates to high performance, good health, resilience, those kind of things. Alors, un autre champ de recherche, c'est aujourd'hui, ça a démarré avec la psychologie positive, c'est ce qu'ils appellent la ratio mal équilibrée. Ils ont fait, c'est-à-dire le positivisme par-dessus le négatif. Comme exemple, les patients qui vont se faire opérer par le cœur, s'ils réfléchissent, ils ont 2 pensées positives, 2 fois plus de pensées positives que de pensées négatives, ils ont beaucoup moins de complications, ils reviennent beaucoup plus vite de leur opération. Donc notre santé et notre résilience, notre capacité de rebondir est intimement reliée à notre capacité d'avoir cet déséquilibre de pensée positive par rapport au négatif. Alors il disait dans les thérapies familiales, c'est pas 2 à 1, mais 5 à 1, c'est-à-dire 5 fois plus de pensées positives au 1. Dans les équipes à haute performance, c'est de 6 à 1. Donc notre santé, notre productivité, notre bien-être n'est jamais 1 à 1. Il faut que le ratio soit déséquilibré. On a besoin de créer des conversations qui créent cet déséquilibre du ratio. Oui, la neutralité n'existe pas vraiment. Hein. Si vous terminez une réunion en demandant aux gens « qu'en pensez-vous ?», vous allez voir les réponses. Hein. Ça, c'est absolument certain que vous aurez des choses du genre « ouais, c'était pas mal, mais alors… hein, c'est systématiquement. Par contre, si vous demandez qu'est-ce que ça vous a inspiré ça, vous avez une réponse différente.
Et donc il n'y a pas de négatif et de positif qui s'équilibrent, comme le dit Ron. Et je voudrais aussi dire une chose abominable, c'est que quand on est à l'hôpital, moi j'ai travaillé pour des services hospitaliers par exemple, j'ai discuté avec le pharmacien général, la pharmacie générale d'un hôpital, et il y avait 2 étages dans cet hôpital, et il y avait 2 fois plus de médicaments dans un étage que dans l'autre, avec les mêmes pathologies, au fil du temps, hein, pas seulement à un instant T. Et on a regardé pourquoi. Et la réponse est très simple. Il y avait un groupe de médecins, en particulier un médecin-chef sur un étage, qui était lui très optimiste, très encourageant, très empathique avec les gens. Et de l'autre côté, vraiment, il les traitait comme des pathologies. C'était le rein de la 5, etc. Et vraiment, on a pu mesurer un écart incroyable dans la distribution des médicaments. Dernière chose horrible que je voulais vous dire, j'espère que vous n'aurez pas affaire à des services hospitaliers bientôt. C'est une étude italienne qui a montré que quand on montre des images horribles de souffrance, vous savez, dans le monde, à des gens qui souffrent, la souffrance est accrue. C'est exactement l'inverse, mais ça vaut le coup de le savoir quand même, hein, parce que c'est peut-être intéressant de regarder ce qu'on se met devant les yeux ou entre les oreilles quand on vit au quotidien. Ok. Là, je suis en train d'intervenir dans une entreprise sur la gouvernance participative où on fait un pilotage par les tensions. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, c'est quoi vos tensions, c'est quoi vos problèmes? Et derrière, on leur demande de proposer des solutions et il y a un travail collégial pour élaborer une proposition. Les impacts qu'on a pu mesurer à 2 ans sont une meilleure efficacité, beaucoup plus d'écoute, une réduction des conflits, et plus de bienveillance entre les gens. Moi, je suis une fervente, je suis complètement convaincue des bénéfices de l'appreciative inquiry. Et en même temps, je vois que ce qu'on fait là apporte aussi des choses. Et donc, je me demande comment on peut faire l'équilibre entre ces 2 aspects, c'est-à-dire faire du « et » entre un mode problème-solution et aussi aller explorer. Du coup, je pense qu'on a une partie de réponse avec l'imbalance ratio. Enfin, et du coup, ma question, une fois que j'ai posé ce contexte-là, ça serait comment on fait du lien, quand est-ce qu'on démarre par de l'appréciatif, quand est-ce qu'on démarrerait plutôt par problème-solution, parce que j'ai intuitivement l'impression que la culture de l'entreprise pourrait ou pas avoir un impact. One of my former doctoral students is now a professor and a practitioner, Jervis Bush. And Jervis has written quite a few really good field study articles on AI. And I thought of him in your question because he has always maintained AI is just one way to solve problems. Whereas a lot of the rest of us, when we write about AI, we sort of say, well, it's the opposite of problem solving. So your idea of blending or finding ways to do both and is fine. It's good. I think if your organization has a strength in problem solving, the last thing you want to do is tear away at the strength. My hypothesis would be that the one difference you might see is that instead of going immediately into problem definition and cause analysis, if people at that early stage look at both, what are the, like doing a SWOT analysis, what are the weaknesses and threats, and what are the strengths and the opportunities? Even if they did both, instead of just looking at the deficit, their images of possible solutions should expand. Donc j'étais amenée à réfléchir, à penser à un de mes étudiants qui aujourd'hui écrit énormément
Et lui, il a toujours dit que AI est une façon d'aborder les problèmes, et alors que quelques-uns d'entre nous peuvent dire que AI, c'est l'opposé de résoudre les problèmes. Moi, je pense que si dans votre organisation, résoudre des problèmes tels que vous le faites, ça marche, c'est une force, et bien surtout, n'y touchez pas. Maintenant, ce que vous pourriez faire éventuellement, c'est, en abordant les problèmes, de faire dès le départ les deux, de regarder où sont les forces et comment est-ce qu'on peut les optimiser, tout comme ce que vous faites actuellement, d'aborder des problèmes, à chercher des résolutions à ces problèmes. De faire un genre de SWOT analysis. Une dernière question. Nous sommes convaincus, on est assez nombreux dans cette salle à être convaincus de l'impact, l'effet positif de l'approche appréciative. Et une question qu'on se posait, c'est comment donner envie, comment instiller, comment faire entrevoir cette puissance aux leaders, aux dirigeants des organisations que nous avons en face de nous. Ron, si vous avez des conseils à nous donner ou des expériences là-dessus à partager, eh bien nous sommes preneurs. I don't know about political leaders. Talk to me after November. I may be moving to France. I think not to oversimplify, but I believe that it's being AI with others. I know for sure it's not teaching them about the model. It's not teaching them about a cycle, and I know that for sure. People are not hooked by the theory or the model. They're hooked by you, the way you are, the type of questions you ask that cause them to pause and maybe think a little differently. The fact that you are valuing them or valuing something about them will evoke a different response. So another way of saying that is create some kind of small moment of experience. So have a little interview with them. Ask them about a past story of some success or good memory, and listen and then share one from you. Just give them a taste of the affirmative question and the story sharing. When we try to introduce or even sell AI in a company, very early on, whoever the leader or client group is that you're with, they need to have a taste. They need to have a piece of the experience. And then you can ask them, well, imagine we got these two departments together to do what you just did about such and such an issue. But I think it starts with even just you and one other, nose to nose, yeah. Having an experience where you are valuing each other, the appreciative part, and you are inquiring. You're looking at your stories as if you're hearing them for the first time. What do they tell us? What lessons are in those stories? What wisdom are in those? So that's the inquiry part. Donc je reviens sur l'importance d'être AI au lieu de le faire. Ne pas essayer de convaincre par le modèle, par le cycle des 5D, mais faire en sorte que la manière dont vous êtes, ça les accroche, quoi. Le genre de questions que vous posez, la manière dont vous leur parlez, que vous arrivez à même leur faire goûter AI, créer un petit moment de l'expérience de AI.
les inviter à vous raconter une histoire de réussite et puis proposer vous aussi une histoire de réussite. Nous, on dit que quand on essaie de vendre l'AI, quel que soit le client, il faut qu'ils aient un petit avant-goût de la chose. Et quand ils éprouvent la satisfaction de ce petit goût, à ce moment-là, vous pouvez dire, ben voilà, on peut aussi apporter ces deux équipes à en faire autant en tant qu'équipe, personne à personne. C'est très très important de les faire goûter. Et puis de se rendre compte que c'est vraiment dans la question, c'est le inquiry, c'est l'enquête qui soit positionnée et formulée de façon positive, déjà ça ouvre énormément. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là, il est l'heure. Une petite chorégraphie. C'est un ballet. Voilà. Ouais, mais on n'a pas prévu, c'est ça qui est génial. En fait, ce qu'il y a à retenir, c'est quand vous allez rentrer chez vous ce soir, plutôt que alors ta journée, c'est de alors qu'est-ce qui t'a particulièrement plu aujourd'hui? Est-ce que tu peux me le raconter? Merci à vous. Et puis je voulais aussi plus que remercier Ron, c'est lui exprimer une gratitude. Vous savez, la gratitude, c'est fort. Gratitude à Ron, à David, à Diana et les autres de nous avoir ouvert les voies à regarder des parties de nous-mêmes un peu plus lumineuses. Et puis merci à Jean et gratitude à Jean aussi d'avoir ouvert les portes de notre territoire en France où, je l'espère, quand les politiques nous racontent des histoires, et bien que celles-ci deviennent belles et nous fassent rêver. Merci à Christine. Nancy, thanks very much. Yeah. Comme tout est un miracle, l'éditeur est là. Voilà. Et en fait, pour continuer, je vous propose de boire un petit verre, ça va nous réchauffer, et de vous inviter à nous retrouver une prochaine fois. Thank you.